Bonjour, bienvenue à cette session d'information pour l'application du nouvel arrêté royal pour la prévention et la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il s'agit aujourd'hui du deuxième webinaire dans la série que nous organisons, une série de 3 webinaires que nous organisons euh, suite à la publication de cet arrêté royal. Je suis Fabiana Dal Pozzo, je travaille à l'AMCRA et je vais vous faire une petite introduction avec quelques informations avant de démarrer avec le webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui du deuxième webinaire, celui qui nous sera présenté par Belporc, avec les expériences de chez Belporc du coaching dans les élevages porcins. Nous avons eu hier un premier webinaire, celui qui a été donné par l'AMCRA, dans lequel nous vous avons présenté l'arrêté royal et les mesures qui sont prévues dans cet arrêté royal. Et alors, il y aura demain le troisième et dernier webinaire qui sera présenté par l'ARSIA avec les outils pour une utilisation raisonnée des antibiotiques en élevage. Voici quelques informations de caractère général. Si vous avez des questions, elles peuvent être posées par écrit à partir de la chat. Les réponses seront données oralement. Une attestation de participation ainsi que les présentations sous format PDF vous peuvent être envoyées et ceci à demande, sous demande. Si vous en faites demande par courrier électronique à info@amcra.be. Les webinaires sont tous enregistrés et donc les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'AMCRA. Alors, je donne maintenant la parole aux collègues chez Belpol pour le webinaire d'aujourd'hui et je vais tout d'abord présenter les collègues qui vont vous entretenir avec ce webinaire. Il s'agit de Lisbeth Pleum d'abord. Donc, Lisbeth est vétérinaire, elle a étudié à l'université de Gand, à la faculté de médecine vétérinaire. Elle a également un doctorat et également un postdoctorat en sciences vétérinaires. Depuis 2015, elle travaille dans l'ASBL Belporc et depuis 2017, elle est coordinatrice et adviseur de qualité dans la même organisation. Et la deuxième personne qui prendra la parole aujourd'hui, c'est le vétérinaire Stéphane Gouminet. Stéphane a étudié également à l'université de Gand. Il a travaillé pendant plusieurs années comme vétérinaire dans plusieurs typologies de pratiques, en porcine, mais également en bovine, en animaux de petits ruminants, pour ensuite se dédier exclusivement à l'activité dans la pratique porcine. Entre 2008 et 2022, il a été responsable et représentant pour une firme pour aliments, ainsi qu'adviseur pour exploitation porcine. À partir de 2023, il est coach chez Belport et donc il va présenter aujourd'hui ses expériences en tant que coach dans les élevages porcins affiliés chez Belport. Donc, je laisse maintenant la parole à Lisbeth et à Stéphane. Donc, Lisbeth, tu peux présenter, tu peux Oui, démarrer avec la Fabiana. présentation. Merci. Eh bien, voilà, vous pouvez voir les écrans.
Oui, L'appelez-vous? ça me Oui, semble voilà. tout en OK, ordre, oui. merci. Donc, bonjour, je suis Liselotte Plum et donc je suis coordinatrice à l'ASBL Belport, comme Fabiana a dit. Je tiens à m'excuser à l'avance parce que je dois quitter la réunion à 5h15, mais vous êtes entre les mains experts de l'AMCRA et de notre coach Stéphane Goumine. Pour ma présentation, je commencerai par une explication de la politique d'antibiotiques de Belport, de l'ASBL Belport, et de ce que la nouvelle législation signifie pour nous. La nouvelle législation, c'est plus vraiment nouvelle, mais la législation de décembre 2024, cela signifie pour nous. Et ensuite, notre coach Stéphane partagera son expérience. Donc, l'ASBL Belport a intégré le coaching, le principe de coaching dans ses activités en 2021. Et coaching peut être mis en place pour de nombreuses raisons, mais nous avons commencé le coaching spécifiquement pour guider nos participants BIPOR vers une utilisation responsable des antibiotiques. Coaching, c'est quoi coaching? Quelle est la définition? Quel est le rôle d'un coach sur votre entreprise? Et quelle est la différence entre un conseiller et un coach qui visite votre exploitation? Euh, je commence avec une explication d'un conseiller. Donc, un conseiller se rend sur place, bien sûr, et examine des problèmes spécifiques de l'exploitation. Il donne des conseils très concrets et il suggère des actions. C'est un style directif, comme on dit, et euh, cela signifie que il donne des suggestions et quand des actions spécifiques sont mises en œuvre, le problème de votre entreprise peut être résolu. Donc, ce sont des conseils et des actions, des mesures spécifiques qui sont proposées par le conseiller. C'est quoi la différence avec un coach? Un coach examinera bien sûr la situation et les problèmes présents dans votre entreprise, mais il interrogera les personnes concernées. Qui sont les personnes concernées? Par exemple, vous, l'agriculteur, bien sûr, votre vétérinaire de l'exploitation, peut-être les employés de l'entreprise. Et il fera également des propositions, des suggestions, mais il demandera aux personnes qui sont concernées comment elles les voient, les mesures et les propositions, si elles les considèrent comme réalisables et si elles voient elles-mêmes des mesures qu'elles peuvent prendre. Donc, le point de départ est la motivation intrinsèque des personnes concernées. Donc, c'est un style indirectif quand on compare avec le conseiller et votre vétérinaire d'exploitation travaille comme une combinaison d'un conseiller et d'un coach. En 2021, nous avons lancé une approche systématique et constructive au sein de notre ASBL Belport pour les exploitations qui utilisent beaucoup d'antibiotiques à long terme. Et quand parle-t-on d'une utilisation élevée à long terme, comme vous savez, quand vous êtes un participant de notre système de qualité BIPOR, 4 fois par an, les entreprises BIPOR reçoivent dans d'ABG Registre, donc de l'ASBL d'ABG Registre, un rapport d'entreprise contenant leurs résultats d'antibiotiques. Et deux de ces rapports, celui que vous recevez en mars et celui que vous recevez en septembre, excusez-moi. Euh, donc,
ces deux rapports déterminent s'il s'agit d'une utilisation élevée à long terme dans votre entreprise. Il existe deux situations où l'on parle d'une utilisation élevée à long terme. La première situation, c'est la situation définie comme rouge-rouge lorsque l'utilisation d'antibiotiques dans une ou plusieurs catégories d'animaux dépasse de la valeur d'action, donc est située dans la zone rouge, et qu'il y a un an, elle était également supérieure à la valeur d'action dans la même catégorie d'animaux. Euh, donc, par exemple, ici, vous avez une utilisation d'antibiotiques dans la zone rouge. Ici, dans le rapport de 2024 P4 que vous recevez en mars. Et vous avez aussi une utilisation d'antibiotiques dans la zone rouge dans le rapport de 2023 que vous avez recevé en mars 2024. Et ce rapport, vous avez recevé récemment en mars 2025. Belport, dans le passé, avait l'habitude de faire une exception à cette règle si l'utilisation était dans la zone rouge et qu'elle était également dans la zone rouge il y a un an, mais qu'elle avait fortement diminué au cours de l'année écoulée, cela n'était pas considéré comme une utilisation élevée en long terme. Et on sait oui, en conséquent, c'est ça. L'agriculteur ne recevait pas de code d'action. Donc, par exemple, normalement, oui, euh, quand vous avez une utilisation d'antibiotiques dans la zone rouge, mais l'utilisation d'antibiotiques est diminuée fortement entre les deux rapports, ce n'est pas défini comme une utilisation alarmante dans le passé. Une autre situation où on définit une utilisation d'antibiotiques élevée à long terme, c'est la situation définie comme rouge, jaune, rouge. Ah, maintenant, ça bouge, oui. Si l'utilisation d'antibiotiques dans une ou plusieurs catégories d'animaux est supérieure à la valeur d'action, donc quand il est situé dans la zone rouge, qu'elle est tombée dans la zone jaune, excusez-moi, il y a un an pour la même catégorie d'animaux et qu'elle était également supérieure à la valeur d'action l'année précédente, donc qui dépasse de la valeur d'action. Donc, par exemple, euh, ici, vous avez Oui, vous avez reçu un rapport en mars 2024 et l'utilisation d'antibiotiques est située dans la zone rouge. Dans le rapport de 2022 que vous avez reçu en mars 2023, l'utilisation est située dans la zone jaune, mais dans le rapport précédent, il y a un an, l'utilisation d'antibiotiques pour la même catégorie d'animaux est située dans la zone rouge. On dit qu'on a une situation rouge, jaune, rouge et l'utilisation ici est définie comme une utilisation alarmante. Chaque fois qu'une entreprise est désignée comme une entreprise en alerte, donc avec une utilisation d'antibiotiques élevée à long terme, l'entreprise reçoit un code d'action. Et des mesures sont associées à ce code d'action et ces codes d'action et les mesures à prendre qui les accompagnent s'accumulent systématiquement.
Donc, par exemple, ici, l'utilisation alarmante est définie la première fois, donc un code action 1 et la deuxième code d'action quand vous recevez le rapport de 2025.4 dans cet exemple. Dans le cas des codes d'action 1 et 2, donc quelles sont les mesures à prendre qui accompagnent les codes d'action? Dans le cas des codes d'action 1 et 2, l'agriculteur et son vétérinaire, donc c'est vous et votre vétérinaire, ont la possibilité de réduire vous-même l'utilisation des antibiotiques à un niveau inférieur à la valeur d'action. Et si par la suite, donc par établir un plan d'action et un plan d'action complémentaire. Si par la suite l'utilisation d'antibiotiques reste élevée à long terme, l'exploitation doit faire appel à un coach. C'est la mesure que vous pouvez voir ici qui accompagne le code d'action numéro 3. Dans le passé, Belport a offert la possibilité de renoncer à un coach. Donc, tu vas cliquer, voilà. Dans le passé, Belport a offert la possibilité de renoncer à un coach. En effet, certaines exploitations peuvent passer sous la valeur d'action à court terme en collaboration avec leur vétérinaire. Et pour ces entreprises, il n'était pas utile de lancer un programme de coaching. Et par conséquent, nous avons prévu que l'entreprise pourrait renoncer à un coach. Toutefois, si l'utilisation élevée restait présente dans l'exploitation pendant une période prolongée, un code d'action A6, donc numéro 6, est présente, l'entreprise du système de qualité BIPOR est exclue. Les entreprises ayant fait appel à un coach à temps, donc à commencer à un code d'action 3, disposer encore d'un délai jusqu'à l'obtention d'un code A7. Et quand il a obtenu un code A7, ils sont aussi exclus de notre système de qualité BIPOR. Et tous les coachs qui sont reconnus par l'ASBL BIPOR peuvent être consultés sur notre site web de Belport. Avec la publication de la nouvelle législation en décembre 2024, Belport a dû procéder à un certain nombre d'ajustements de ses politiques d'antibiotiques afin de s'assurer que nous respectons au moins la législation. Et quelles sont les adaptations ou les ajustements? Oh, excusez-moi. Quel ajustement avons-nous apporté au rapport que vous avez reçu hier non, que vous avez reçu en mars, je pense le 20e mars 2025, excusez-moi. Quels sont les ajustements? Un premier ajustement, c'est l'exception que j'ai déjà expliquée concernant les entreprises dont l'utilisation s'est située dans la zone rouge depuis plus d'un an, mais dont l'utilisation a fortement diminué, a été supprimée. La législation ne tient pas compte de l'évolution de l'utilisation et nous devons être au moins aussi stricts que la législation et cette exception ne s'applique donc plus selon le rapport de 2024 numéro 4 que vous avez déjà reçu en mars 2025, donc cette année. Étant donné qu'un coach est désormais exigé par la loi, il n'est plus possible de renoncer à un coach et une entreprise BIPOR qui reçoit un code d'action A3 à partir de mars 2025
doit conclure un accord avec un coach dans les 2 mois. Donc, comme entreprise, vous ne pouvez pas ou plus renoncer au coach. Par conséquent, il n'y aura plus de distinction entre l'exclusion de l'A6, donc l'axe code d'action 6 et numéro 7, et le fait d'avoir fait appel à un coach à temps. Pour les entreprises qui obtiendront un code A3 à partir de mars 2025, l'exclusion commencera à partir du code d'action 7. Vous pouvez voir ici, ainsi. Et il y a des situations, les situations sont vraiment exceptionnelles, mais il existe. Mais dans des situations très exceptionnelles, il se peut qu'une entreprise ne reçoive qu'un code d'action A1 ou A2 de la part de Belport, mais que la législation l'oblige malgré tout à faire appel à un coach. Et dans ces cas, nous sommes obligés d'accélérer le code d'action jusqu'à un code d'action A3. Ce sont des situations vraiment exceptionnelles, mais il existe et donc c'est important que nous vous informer de certaines situations qui peuvent exister. Donc, le coaching dans la nouvelle législation, j'ai essayé de comparer le coaching dans la nouvelle législation au coaching au sein de Bipor à l'aide de quelques questions plus pratiques. Donc, le premier question, comment savoir si je dois faire appel à un coach pour Bipor quand vous êtes participant de notre système de qualité? Euh, Vous pouvez le voir au code d'action défini pour et dans votre rapport d'exploitation que vous pouvez consulter dans le registre AB. Et quand vous voyez un code d'action A3, coaching est obligatoire pour le système de qualité BIPOR. Ce calcul du code d'action est effectué 2 fois par an, donc lors du rapport que vous recevez en mars et en septembre. Oui, et ça, c'est l'explication une autre fois de situation où le code d'action est accéléré d'un code d'action 1, 2 au code d'action 3. Comment savoir si j'ai l'obligation comme une exploitation légale de faire appel à un coach? Aussi, dans votre rapport d'exploitation, il est mentionné dans votre rapport d'exploitation si vous êtes obligé de faire appel à un coach pour la législation ou pour le système de qualité BIPOR. Votre rapport d'exploitation, vous pouvez consulter dans le registre AB ou si vous êtes en exploitation qui ne participe pas dans notre système de registre AB, vous pouvez consulter le rapport dans Sanitelmet Database. La disposition légale intervient une fois par an et seulement dans le rapport au lodge du rapport que vous recevez en mars. Puis-je choisir de ne pas faire appel à un coach? Non, chez Bipor, il était possible autrefois de renoncer à un coach, mais à ce moment, ne sera plus possible à partir de mars 2025, comme j'ai déjà expliqué. Avec quel coach puis-je démarrer un trajet de coaching? Pour les participants de notre système de qualité Bipor, seulement un coach agréé par l'ASBL Belport peut être
peut faire le trajet de coaching pour notre participant. C'est un coach qui est aussi agréé par la loi et qui est agréé par BIPOR, et tous les coachs qui sont agréés par BIPOR peuvent être consultés sur notre site web de l'ASBL Belport. Si vous ne participez pas dans notre système BIPOR, chaque coach agréé par la loi peut être consulté et les coachs agréés par la loi sont peut être consultés sur le site internet du c'est la santé publique, mais quel est le nom de comment on dit FOD en irlandais, en français? Je ne sais pas la SPF. traduction. SPF. SPF, oui, mais je cherche le mot complet. OK, mais je peux dire SPF santé publique si c'est clair pour tout le monde. Merci Fabiana. Que faire si après un trajet de coaching de 2 ans, l'utilisation des antibiotiques reste élevée dans votre exploitation? Seulement dans le système de qualité BIPOR, il y a des conséquences. Si vous vous voyez attribuer un code d'action A7, comme j'ai déjà expliqué, vous êtes exclu du système de qualité de BIPOR. Et quand vous avez commencé déjà comme participant BIPOR un trajet de coaching et entre-temps, vous avez achevé un trajet de coaching, euh, vous êtes obligé par la loi de commencer un trajet, un autre trajet de coaching. Dois-je commencer un nouveau trajet? Non, c'est pas nécessaire. Si vous aviez déjà désigné un coach avant l'obligation légale, vous remplissez les conditions du coaching légalement obligatoire. Donc, ce n'est pas nécessaire de commencer un autre trajet de coaching si le trajet de coaching est déjà commencé comme participant de BIPOR avant l'obligation légale. Outre le coaching, la loi exige aussi l'élaboration d'un plan de santé de l'entreprise, un plan de santé d'exploitation. Et dans le cadre du système de qualité BIPOR ou au sein de notre ASBL, les participants préparent déjà un plan de santé depuis 2021 et ils le préparent chaque année en utilisant le formulaire numérique du registre AB en collaboration avec votre vétérinaire d'exploitation. Et le contenu du plan de santé au sein de BIPOR répond aux exigences de la législation. Donc, la loi n'oblige que les entreprises ayant le statut rouge et jaune à élaborer un plan de santé d'entreprise. Pour BIPOR, toutes les entreprises doivent le faire. Par conséquent, un participant à BIPOR se conforme déjà aujourd'hui à cette nouvelle exigence légale et ne doit pas prendre de mesures supplémentaires. Seulement la signature du plan de santé de l'entreprise requise par la loi ne figure actuellement dans le registre AB, mais nous veillerons à ce qu'elle soit également apposée dès que possible. Donc, pour terminer, nous avons actuellement 7 coachs reconnus par l'ASBL Belport. Ensemble, ils ont déjà lancé 46 trajets de coaching, dont 17 ont déjà été achevés. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à l'un de nos coachs qui va nous faire part de son expérience en matière de coaching dans nos entreprises. Un instant, Stefan, ik ga even wisselen van presentatie et après la parole est à vous. Je termine. Et maintenant, Bénédicte, vous pouvez
Merci. Voilà, bonjour tout le monde de ma part. Ma présentation sera divisée en deux parties. Au suivant, Bénédicte. D'abord, une partie plutôt qui est basée sur les expériences de tous les coachs de Belporc. Je vais vous parler des profils des exploitations accompagnées. Et la deuxième partie, ça sera la méthodologie du coaching basée sur une étude de cas d'une grande exploitation. Oui. Quand nous regardons, si nous regardons au type d'exploitation accompagnée, on voit que 60%, ce sont des exploitations avec les 4 groupes d'animaux. Les 4 groupes d'animaux, ce sont évidemment les animaux d'élevage, les truies, puis les porcelets non sevrés, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement. Un petit 20% à 3 groupes d'animaux, 4% en ont 2 et 17% des exploitations accompagnées n'est qu'un groupe d'animaux. Ce sont plutôt les exploitations, disons, d'engraissement. Ça n'étonnera pas personne, je pense, parce que c'est un peu aussi le profil des exploitations en général en Belgique. Si on regarde le nombre de groupes à problème par exploitation, on voit que une très petite partie a des problèmes dans les 4 groupes, heureusement. Une petite partie aussi, à peu près 5-6%, ont des problèmes dans les 3 groupes et la plus grande partie ont des problèmes d'utilisation d'antibiotiques dans 2 groupes ou dans un groupe. Souvent, ce qui va souvent ensemble, c'est des problèmes dans le post-sevrage et dans l'engraissement. Suivant. Si nous regardons dans, le pourcentage de dépassement de la valeur d'action par groupe d'animaux, on voit que la plus grande partie des problèmes se situe chez les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement. Les porcs reproducteurs et les porcelets non sevrés sont plus bas. Et ce qui étonne un peu, c'est que si on regarde dans les exploitations, si on fait de l'élevage propre ou si on fait de l'achat des cochettes, que c'est à peu près moitié-moitié. Comme vétérinaire, moi, je penserais qu'il y a moins de problèmes dans des exploitations qui font l'élevage propre. Mais apparemment, il y a d'autres choses qui jouent et qui sont plus importantes que oui ou non acheter des cochettes. Oui, suivant. Bon, les problématiques, on les a divisées dans 3 groupes. Un groupe avec des causes vraiment infectieuses qu'on connaît. Un groupe avec, où on voit qu'il y a beaucoup d'utilisation structurelle. Et une très grande partie aussi que les causes sont non infectieuses, c'est plutôt, par exemple, la ventilation ou la gestion qu'on fait. Donc, si on regarde maintenant l'utilisation structurelle des antibiotiques, on voit qu'il y a beaucoup d'utilisation de l'amoxicilline en raison d'un problème de streptocoque. C'est vraiment un problème qui n'est pas très facilement à gérer et où il n'y a pas de vaccin. Bon, il y a des vaccins d'étable, mais là aussi, on n'est pas sûr d'avoir des résultats. Donc, c'est un problème assez complexe. Une deuxième partie, c'est le lincospectin en cas de diarrhée néonatale. Dans 9% des exploitations avec beaucoup de problèmes. Puis, il y a encore des exploitations qui emploient des antibiotiques de longue action chez les porcelets pour éviter des problèmes respiratoires.
Mais je peux vous dire que l'utilisation des produits pareils, que ça va vite, qu'on monte très vite dans le BD100. Et puis, en post-sévrage, il y a beaucoup de cas où on n'a pas vraiment de diagnostic clair. Et comme vétérinaire, là aussi, je dois dire que ce n'est pas rare parce qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent en post-sévrage. Et si, par exemple, on a du SDRP, on aura aussi plus de problèmes de diarrhée ou plus de problèmes de streptocoque ou plus de problèmes de toux qui ne sont pas toujours vraiment faciles à diagnostiquer. Et puis, une partie assez importante aussi, c'est la prudence. La prudence, ça veut dire qu'on sait, qu'on pense qu'il va se passer quelque chose, qu'on aura des problèmes de maladies infectieuses et qu'on commence déjà à donner des antibiotiques dès qu'on voit quelque chose ou même si on suspecte qu'on va avoir des problèmes. Oui, au suivant. Maintenant, si on regarde les causes non infectieuses, malheureusement, on a encore 26% des cas où les antibiotiques sont inscrits sur une mauvaise catégorie. Donc, si on va inscrire des antibiotiques qu'on utilise chez les porcs d'engraissement dans le post-sévrage, on a très vite des problèmes. Donc, là, un appel aux vétérinaires de contrôler une fois et de vraiment faire attention que les inscriptions soient correctes. Des conditions climatiques sont toujours une cause importante aussi. La ventilation, l'influence du vent sont des choses qui peuvent changer de temps en temps. Donc, contrôler les conditions climatiques, ça aussi, ça a son importance. Et puis la qualité de l'eau potable, ça aussi, là aussi, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas toujours contrôlé comme il faut. Et dès qu'on commence à utiliser des antibiotiques, il faut aussi contrôler le réseau et la qualité de l'eau potable. Origine différente est important aussi, surtout évidemment dans des exploitations porcines qui ne font que l'engraissement. Et on sait très bien que les exploitations avec des origines différentes, qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des maladies infectieuses que les exploitations qui ont des porcelets d'une origine. Dans des exploitations qui ont des porcelets en post-sevrage, là aussi, l'occupation de la batterie pose souvent des problèmes. Surtout, on sait très bien, surtout dans des périodes où ça ne va pas très bien dans le secteur, qu'on ne sait pas vendre des porcelets ou les porcs dans l'engraissement restent plus longtemps. Et là, surtout en post-sévrage, on a très vite une occupation trop élevée, ce qui fait circuler les maladies aussi et ce qui fait qu'on est obligé d'employer plus d'antibiotiques. Et puis, ça va un peu ensemble avec la dernière partie aussi, trop peu de points d'eau potable. Ce n'est pas parce que les porcelets, surtout des porcelets qui viennent d'être sevrés ou la première semaine après le sevrage, n'ont pas besoin de tellement de place, mais il faut aussi qu'ils savent atteindre des points d'eau assez facilement. Sinon, ça fait du stress et ça fait un mauvais effet sur la digestion et on a très vite des problèmes de diarrhée. Oui, au suivant. Dans les causes infectieuses, si on commence par le côté droit, la diarrhée néonatale est toujours une cause très importante. On voit que dans 11% des exploitations suivies, la diarrhée néonatale est une cause très importante de l'usage d'antibiotiques trop élevé.
Pourtant, il existe des vaccinations détruites, mais on voit quand même, surtout avec des grandes nichées, que les résultats des vaccinations ne sont pas toujours parfaits. Et puis, il y a Glasser et Streptocoque, sont deux maladies différentes, mais qui vont quand même un peu ensemble, qui ont un peu les mêmes causes, la même pathologie, difficile ou presque impossible à vacciner dans certaines exploitations. Donc, ce sont des maladies qui ne sont pas très faciles à éliminer de l'exploitation. Deux causes très importantes. Après, on a le diarrhée au sévrage qui fait toujours, dans 15% des exploitations suivies, qui fait toujours un problème. On a des aliments maintenant qui sont nettement meilleurs qu'il y a 10 ans ou 15 ans. On a des autres mesures qu'on sait prendre, mais quand même, c'est quand même un problème ou une problématique qui n'est pas si facile à gérer ou pas toujours si facile à gérer. Donc, ça fait que ça reste une cause importante de l'usage des antibiotiques. Et puis, on a évidemment les problèmes respiratoires en post-sevrage et chez les porcs d'engraissement, encore plus important chez les porcs d'engraissement qu'en post-sevrage, mais qui fait quand même, si on prend les deux ensemble, plus que 20% des cas d'usage trop élevé. Et le reste des problèmes, c'est plutôt des problèmes d'infection des voies intestinales chez des porcs d'engraissement, dysenterie, qui est évidemment très difficile à combattre aussi. Mais là, ce sont des problèmes qu'on voit moins souvent dans des exploitations avec un usage trop élevé. Oui, au suivant. Et puis, ma deuxième partie, ça sera la méthodologie. Si vous demandez à un coach qu'est-ce qu'il va faire, comment ça se déroule, comment on fait, qu'est-ce qui va se passer. On commence toujours par un contrat prévoyant une méthodologie fixe sur une période de 2 ans. Pourquoi 2 ans? Ici, à partir de maintenant, la loi exige aussi une période de 2 ans. Mais on a l'expérience aussi qu'il faut quand même 1 an et demi, 2 ans pour savoir structurellement diminuer l'usage des antibiotiques dans une exploitation. Le coach va toujours demander accès au registre antibiotique. C'est comme vous faites avec votre vétérinaire d'exploitation. Et c'est assez essentiel pour le coach pour savoir évaluer et pour faire une analyse de l'usage des antibiotiques dans l'exploitation. Et aussi pour suivre l'usage, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on diminue, est-ce qu'il y a des autres problèmes qui se posent pour suivre l'usage des antibiotiques dans le trajet de coaching. Puis, le coach va préparer la première visite. On demande on parle avec le vétérinaire d'exploitation qui peut donner beaucoup d'éléments. Donc, on va préparer, on va déjà un peu analyser quel antibiotique qu'on utilise. Est-ce que c'est surtout en post-sevrage? Est-ce que c'est surtout chez les porcs d'engraissement? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et puis, on fait une première visite de l'exploitation où on parle avec les gens.
après, on va donner des conseils. Et dans une deuxième visite, on peut avoir un débat sur les conseils avec tout le monde qui est intéressé, qui doit faire quelque chose sur l'exploitation pour diminuer l'usage. Il y a un suivi intermédiaire, c'est surtout les registres d'antibiotiques qu'on va suivre. Et après 6 mois, il y a une seconde visite d'entreprise pour évaluer les choses et regarder s'il faut changer quelque chose ou pas. Après la deuxième visite, il y a une poursuite du suivi dans le registre d'antibiotiques. Éventuellement, on peut avoir des visites supplémentaires en cas que ça serait nécessaire ou qu'on voit qu'il y a une évolution défavorable. Et pour finir, il y a un rapport final qui sera fait environ 1 an après la seconde visite d'exploitation, et d'habitude, c'est entre 1 an et demi et 2 ans après le départ du trajet. Oui, au suivant. Et puis, le cas que je veux vous présenter un petit peu plus en détail, il s'agit d'une grande exploitation de truies qui vendent leur porcelaine, qui était présent sur la première visite. Évidemment, l'éleveur et puis le personnel. Il y avait du personnel qui était responsable pour la loge de maternité et du personnel qui était responsable ou qui est responsable du post-sevrage. Vu que les problèmes dans cette exploitation étaient surtout chez les porcelaines non sevrés et les porcelaines sevrés, c'était important d'avoir ces gens-là dans la visite et dans l'entretien. Évidemment, le vétérinaire d'exploitation est présent aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? On va définir les causes de l'utilisation élevée des antibiotiques. Quelles maladies et pourquoi on fait ce qu'on fait maintenant? Quelles maladies sont présentes? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Est-ce qu'il y a des vaccinations? Est-ce qu'on peut mettre en place des autres vaccinations? Donc, mais on va surtout définir au début les causes. Oui, au suivant. Oui, au suivant. Pour le coach, c'est très important aussi de savoir le niveau de sensibilisation des gens qui doivent faire le travail. Est-ce qu'ils se rendent compte que l'usage des antibiotiques est déjà trop élevé depuis longtemps? Et est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on se rend compte qu'il faut changer et qu'est-ce qu'on veut changer? Ce qu'on a vu dans cette exploitation ici, et ce qui est souvent le cas, c'est que les gens voient que c'est nécessaire de réduire l'utilisation des antibiotiques, et on voit qu'une réduction est possible, mais pas faire le minimum absolu. Les gens ont peur que les résultats techniques, l'économie va trop baisser si on change très vite les choses, si on change très vite la méthode de travailler, et si on ne peut plus utiliser les antibiotiques dès qu'on voit quelque chose ou dès qu'on pense qu'on aura un problème de maladie. Et le troisième point aussi, ça revient souvent, les problèmes sont connus. D'habitude, les problèmes sont connus. Il faut, de temps en temps, il faut un ajustement, un petit peu plus de diagnostic ou un diagnostic nouveau, puisque le diagnostic, par exemple, de la diarrhée néonatale, ça date d'il y a 2 ans. Donc, il y a des petites choses à faire, mais d'habitude, les problèmes sont fort connus. Oui, au suivant. La seconde visite et l'entretien, le coach a l'habitude de faire le tour de l'exploitation. Personnellement, je trouve ça très important parce que c'est une méthode destinée à se faire une idée
de beaucoup de choses. De la relation entre le propriétaire ici, parce qu'il y avait des collaborateurs, mais si on prend une exploitation familiale, il y a aussi une relation entre, je dis, entre l'homme et la femme, ou la belle-mère qui vient aider, ou il y a une fille ou un fils qui aide. Donc, il y a toujours une relation entre un responsable final et ceux qui font le travail dans certaines parties de l'exploitation. Aussi, la relation entre les collaborateurs, est-ce qu'ils parlent beaucoup avec, entre eux? Est-ce qu'on a vraiment chacun sa tâche, sa responsabilité, ou est-ce qu'on travaille ensemble? Donc, ce sont tous des choses qui sont fort importantes à savoir. Et puis, évidemment, aussi la façon de travailler, l'hygiène, la gestion. Est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements de porcelets, par exemple, en maternité? Est-ce qu'on mélange des porcelets au sevrage? Est-ce qu'il y a des bacs pour désinfecter les bottes? Est-ce que les bacs sont propres? Il y a toutes choses qu'on voit quand on fait le tour de l'exploitation. Est-ce que c'est différent au lieu de demander, on voit plutôt comment les choses vont. Et puis, ça donne nombreuses occasions de parler avec les collaborateurs aussi, avec les gens qui font le travail, éventuellement séparément, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler autour de la table s'il y a trop de gens autour de la table, ou qui n'osent pas dire ce qu'ils veulent, ce qu'eux, ils pensent. Donc, ça aide un peu aussi à l'évaluation des profils de caractère. Il y a des gens qui disent très vite ce qu'ils pensent, il y a des autres qui ne disent pas. Et il y a des gens qui veulent très vite changer les choses. Il y a des autres qui disent pas non, on le fait depuis toujours. Donc, ça sera plus difficile pour changer une méthode de travail, par exemple. Et au suivant. Et puis, une fois qu'on a fait le tour, on se met à table. Et l'entretien à table aussi, là, il y a deux parties. La première partie, c'est vraiment les aspects vétérinaires. Évidemment, avec la contribution des vétérinaires d'exploitation qui jouent un rôle ici très important. Donc, on veut savoir quelles actions sont déjà en cours. Est-ce qu'on a eu des adaptations des schémas de vaccination récemment, ou est-ce qu'on pense qu'il faudra faire des adaptations? Est-ce qu'on pense de faire des nouvelles vaccinations, ou est-ce qu'il y a des nouvelles vaccinations qui ont été mises en place depuis quelques mois? Est-ce qu'il y a des possibilités de limitation des traitements? La tulathromycine en maternité, par exemple, c'est un produit qui a une très longue action, mais qui fait monter le BD100 très, très vite. Mais aussi en post-sévrage, est-ce que c'est possible si on fait maintenant des traitements de 15 jours et qu'est-ce qui se passerait si on ferait des traitements de 7 jours ou même plus courts? Et le dernier point est très important aussi, qu'il faut impliquer tous les collaborateurs dans l'entretien et de demander que pensent les gens. Que pensez-vous qu'il se passerait si on ferait ça ou ça? Qu'est-ce qui est faisable aussi au niveau du travail, hein? Là aussi, c'est les gens qui font le travail qui savent très bien si c'est possible de faire des choses différemment. Oui, au suivant. Et la deuxième partie, c'est vraiment le coaching. Lisbeth l'a dit au début, un conseiller ou un coach, c'est différent. Donc, il y aura certainement des changements de méthode de travail qui s'imposent. Il y aura certainement des améliorations de la biosécurité qui vont s'imposer. Mais comme coach, il est important de nommer des points à améliorer et de nommer ce qui serait idéal. Mais ce sont les collaborateurs ou les gens qui font le travail dans les tables qui doivent réfléchir aux possibilités
et qui doivent eux-mêmes, eux-mêmes faire ce qui est possible de faire, ce qui est possible de changer pour se rapprocher au maximum de l'idéal. Donc, ça demande de l'interactivité de toutes les personnes présentes. On peut donner des suggestions, mais c'est vraiment les gens qui font le travail. Et ça, c'est très important, qui doivent donner les solutions. Oui, au suivant. Je veux illustrer cette méthode de coaching par un exemple sur l'exploitation ici en question. Et là, c'était la gestion du sevrage. Vu que c'est une grande exploitation, la situation actuelle, c'était qu'on poussait tous les porcelets de plusieurs unités de loge de maternité ensemble dans le couloir central. Et puis chargés au hasard pour être amenés à la batterie, où les sexes étaient séparés et où on trie les porcelets légers et les porcelets plutôt faibles. Pourquoi on faisait comme ça? Ça a à voir avec l'organisation du travail, le personnel disponible, et puis aussi en batterie, on avait des loges de 30 porcelets, donc de toute façon, il fallait mélanger des nichés. Oui, au suivant. Vu que mélanger des porcelets au sevrage, si on mélange les porcelets, on mélange les maladies. Et il y a un certain nombre de porcelets qui sont porteurs de certains microbes, de certaines bactéries, et qui vont après contaminer les autres. Donc, on veut, l'idéal, ça serait d'avoir une nichée dans une cage au post-sevrage, mais dans la plupart des exploitations, ce n'est pas possible. Mais ici, dans ce cas-ci, on se demandait comment faire pour moins mélanger et regrouper les nichés. Et comment isoler les nichés faibles, les nichés qui étaient malades. Vu qu'on avait plusieurs compartiments aussi en post-sevrage, on avait une possibilité de mettre tous les porcelets faibles, les porcelets à risque, dans un compartiment, ce qui veut dire, s'il y a quelque chose, qu'on a une grande chance de devoir traiter un compartiment au lieu de tout le groupe ou plusieurs compartiments. Mais aussi, il fallait une réponse sur la question qui est-ce qui était faisable au niveau du travail et du personnel disponible. Oui, au suivant. Et puis, les solutions qui ont été proposées, c'est qu'on allait, au lieu de pousser tout le compartiment à la fois dans le couloir, qu'on allait pousser les nichés par 12. Parce que les 12 nichés, c'était la capacité du transport, à peu près 150 porcelets par transport. Donc ça, c'était tout juste pour 12 nichés à peu près. Et les nichés qui avaient été malades dans la maternité étaient déjà marqués dans la loge de maternité. Comme ça, ils étaient isolés, ils étaient poussés ensemble pour savoir les mettre dans un compartiment à part. Aussi, le personnel qui travaille dans la loge de maternité ne va plus en batterie. Donc, avant, c'était tout le monde en maternité pour pousser les porcelets, et puis tout le monde passait dans le post-sevrage aussi pour séparer les porcelets, pour trier les porcelets et pour les mettre dans les cages. Maintenant, ça va différemment. Le personnel qui travaille dans la maternité reste là et ne va plus en post-sevrage. Et donc, tous les porcelets faibles vont dans une unité séparée. Oui, suivant. Le but, pour finir, on fait un plan d'approche et le but
du plan d'approche, c'est une réduction structurelle de l'utilisation des antibiotiques jusque dans la zone jaune, ce qu'on trouvait à ce moment réalisable. Je peux vous dire maintenant, l'exploitation est suivie depuis un an maintenant, non, depuis un an et demi, et on voit que ça sera possible même d'arriver dans les zones vertes. Mais à ce moment-là, fallait être un petit peu plus prudent, parce que il ne faut pas mettre faut pas mettre des choses en place que le personnel ne pense pas que ça sera possible. Dans le plan d'approche, il y a aussi des accords concrets. Qui va faire quoi et pour quand? Ça peut être le vétérinaire d'exploitation qui va faire un petit peu de diagnostic. Peut-être qu'il faut acheter des nouvelles ou d'autres paires de bottes dans une autre couleur, etc. Donc, mais c'est concret. Qui va faire quoi et quand est-ce que ça sera fait? Évidemment, c'est un débat oral. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il voit qui est possible ou pas possible. Donc là, il y a un accord avant que le plan d'approche soit mis en place. Le coach envoie le rapport par courriel avec une synthèse des points principaux. Souvent, on a beaucoup de points, mais ce sont les points principaux qui doivent être suivis. Et l'expérience, c'est que les gens voient souvent 4, 5, 6 points que c'est réalisable, mais si on donne 10, 12 ou 20 points, on perd un peu le chemin là-dedans. Donc, il y a le courriel avec la synthèse et il y a évidemment aussi les rapports détaillés avec tous les accords, toutes les actions à faire, donc que tout le monde peut consulter après et qu'au bout de 6 mois, par exemple, qu'on peut regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a donné un résultat ou pas. Donc, qu'on peut suivre tous les détails du plan. Et au suivant. Voilà, ça c'était mon expérience.